Bonjour de nouveau, de retour, les rendez-vous de l'histoire, édition 2019, hein, toujours. Et petite proposition pour vous parler aujourd'hui du domaine de la recherche et surtout des chercheurs. Qui sont-ils, d'où viennent-ils et leur parcours surtout, plus sérieusement. Qu'est-ce que c'est que d'être chercheur en particulier dans le domaine de l'histoire et d'apporter le merveilleux objet, parce qu'on est quand même à l'espace jeux vidéo des rendez-vous de l'histoire de Blois, le merveilleux objet qu'est le jeu vidéo, les jeux vidéo d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Je vais, comme d'habitude, présenter les invités et ensuite m'éclipser pour les laisser débattre ensemble. Donc à ma droite, nous avons donc Antonin Congy. Bonjour Antonin. Bonjour Mehdi. Romain Vincent. Salut Mehdi. Laura Léonard qui nous rejoint aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter en l'occurrence. Merci Mehdi de me permettre d'être ici. Donc je suis Laura Léonard, étudiante en Master 2 de recherche en histoire à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, où je réalise un mémoire sur 2 ans. Donc en ce moment je suis au milieu de ma recherche et je n'ai que des questions à proposer. Et donc c'est de toi essentiellement justement que va partir, on va dire, la discussion. Et encore un nouveau challenger qui nous rejoint avec plaisir. Qui es-tu? D'où viens-tu? Bonjour, je m'appelle Hugo Aurin. Du coup, moi je suis aussi enseignant dans le secondaire et je suis doctorant en co-tutelle, Rennes 2 et Québec, sur une thèse, donc je suis en 3e année, sur les représentations historiques dans la Révolution française, cinéma, télévision, jeux vidéo. C'est parfait. Et on sait, au-delà de ça, la synergie histoire-jeux vidéo, on ne s'est pas consulté, mais le dress code est là, vu que c'est code marinière, comme vous pouvez voir. Je vais donc, comme promis, m'éclipser, donc quand même me présenter pour ceux qui prendraient directement, uniquement cette vidéo, comme d'habitude. Mehdi de Vavis Organi, donc responsable espace jeux vidéo sur ces rendez-vous de l'histoire et responsable des podcasts, donc en collaboration Death Podcast et Je Game Moi Non Plus. Je passe la parole à la tablée et on vous écoute. Merci Mehdi. Bon, donc on se lance. On tous se lance sur ensemble quoi? Sur le pourquoi on fait ça? sur le comment on en est venu à faire ça? Oui. Ouais. Bon, Je commence. Ouais, vas-y. Bah... Comme ça, c'est lancé la Oui, conversation. vas-y. Du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un mémoire de recherche sur... j'ai fait 2 mémoires de recherche et on m'a toujours dit qu'il n'y avait aucun rapport avec ma thèse. Donc, ça va être l'occasion de dire qu'il y a eu un rapport avec ma thèse. C'est qu'en fait, j'ai fait un mémoire de recherche en Master 1 sur la représentation du serment du jeu de paume de David et la liberté qui est dans le peuple de Delacroix. Et en fait, ce qui m'avait intéressé, c'est que je voulais notamment mettre en lien en avant les liens qu'avait eu Christopher Nolan, qui avait fait Dark Knight Rises, avec l'esthétique en fait de David, dans notamment la scène du jugement de Bane, de l'épouvantail, qui avait son tribunal un peu révolutionnaire et qui proposait soit l'exil ou la mort, donc la liberté ou la mort de Saint-Just. Et du coup, même en termes d'inspiration, il avait revendiqué qu'il s'était inspiré de ce tableau-là pour faire cette scène, quoi. Du coup, moi, je voulais montrer qu'on pouvait utiliser la fiction et montrer qu'il y avait des liens entre fiction cinématographique et histoire, vraiment source historique avec le tableau de David. Donc j'ai fait ce mémoire-là. Et après, en fait, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut pas rajouter la télévision? Est-ce qu'on peut pas rajouter le jeu vidéo? Et donc du coup c'est là que j'ai eu l'idée de repartir sur la Révolution française en augmentant un peu ce mémoire, en incluant plus large que juste David, et puis en rajoutant Assassin's Creed Unity, en rajoutant tous les films après le bicentenaire de 1989 dans mon étude. Et donc c'est pour ça que je suis arrivé avec l'idée de faire cette thèse en fait. Ça m'a pris du temps de proposer le projet, mais voilà, c'est parti de Batman, de ce conseil de me dire tiens on dirait le tableau de David, et j'ai cherché dans un interview et il le revendiquait, quoi. Voilà. Et dans quel objectif tu t'inscris? Enfin, quelle est la thèse sous-jacente que tu aimerais démontrer, du moins que tu as l'intuition de pouvoir démontrer via ton travail? Moi, je crois que du coup, c'est celle qu'on partage un peu tous, mais surtout tous les deux. Mais c'est du coup, moi, de démontrer que pour l'histoire, l'écriture ces médias fictifs participent à l'écriture de l'histoire universitaire. Et donc, il y a notamment en histoire un gros rejet de ces médias parce que c'est la fiction et qu'il y a beaucoup de cinéma documentaire, plus c'est sérieux, plus c'est vraisemblable, plus on va pouvoir l'utiliser et le revendiquer, des films très conventionnels. Alors que moi, le parti pris, c'est d'aller prendre des objets très fictifs
et d'aller démontrer que dedans, on peut écrire une histoire des représentations contemporaines de la Révolution française à travers ces nouveaux objets. Et donc mon parti pris, moi vraiment, ce serait de dire que un film de 2019 sur la Révolution française va pas être le même qu'un film de 1930, par exemple, parce que du coup la société évoluant, le traitement de la Révolution française évolue avec les enjeux dans l'époque dans laquelle elle a été conçue, cette œuvre en fait. Voilà. C'est vraiment de dresser une sorte de mythologie, généalogie des images et de déconstruire ces traitements pour savoir pourquoi il y a eu ces choix-là à cette époque, pas à d'autres. Et est-ce qu'ils évoluent avec le temps? Est-ce qu'il y a des mécaniques récurrentes, des différences, etc. Et du coup, tu trouves pour le moment des différences entre ce que fait la télévision, ce que fait le cinéma, ce que fait le jeu vidéo, ou au contraire, finalement, les trois médiums se ressemblent un peu sur leur manière de présenter les choses? Bah, du coup, c'est pour ça que je me base sur vraiment après 89 pour mon corpus, parce que justement, je voulais arriver à un moment où on était sûr, en tout cas, qu'il y avait vraiment des liens entre les trois au minimum, parce que le jeu vidéo étant plus ancien évidemment que 1989, mais avant, il est pas assez médiatisé. Et donc après 89, il y a vraiment une porosité entre les trois médias. Et donc de plus en plus, au début, c'était le jeu vidéo qui s'inspirait du cinéma et de la télévision. Et en fait, maintenant, dans ce que je vois dans les derniers jeux, c'est qu'en fait, au contraire, ça se renverse et le cinéma commence à reprendre du jeu vidéo pas mal d'éléments. Et donc, du coup, là, maintenant, il y a quasiment. C'est un peu plus compliqué qu'il n'y a pas juste plus de frontières entre les trois, parce qu'il y a toujours des frontières, parce que c'est évidemment des médiums totalement différents, avec des enjeux. L'enjeu ludique est vraiment différent, l'interactivité pour le jeu vidéo. Mais là, moi, dans les dernières recherches, je vois même que le jeu vidéo, en fait, devient en train d'acquérir par rapport à son statut d'art qui est en cours aussi, ça c'est plus large, mais il est en train de devenir de reprendre tous ces éléments du cinéma et de la télévision et de maintenant dépasser un peu tout ça pour proposer quelque chose d'au-dessus dans le sens il dépasse ces contraintes que peut avoir le cinéma et la télévision, par exemple la durée temporelle. Un film ça va s'arrêter à sa projection en salle ou même si on regarde son ordinateur, mais bref, mais ça c'est contraint par des trucs, des éléments précis. Alors que le jeu vidéo, là, va, avec les mondes ouverts, etc., commencer à sortir des cadres qui peuvent restreindre ces autres médias, en fait. Tu as des exemples de jeux, justement, qui sortent un peu de l'ordinaire ou des canons hyper connus médiatiquement comme Assassin's Creed Unity, peut-être des jeux japonais qui ont un traitement un peu particulier ou... des exemples? Pour la Révolution française, malheureusement, non. Parce que j'ai pas 36 000 jeux, on va dire. Hein. Mon corpus de jeux vidéo il est très restreint pour la Révolution française. Hein. J'ai Assassin's Creed Unity d'Ubisoft. J'ai le dernier With the Revolution de Polyslash. Justement, peut-être nous en dire deux mots celui-là dans ce traitement. Du coup, celui-là, donc c'est un jeu polonais qui est sorti en 2018. Donc, ça s'appelle With the Revolution. Et donc, c'est un point and click. On incarne un juge. Alors c'est une période assez floue volontairement dans le jeu, mais du coup c'est censé être la terreur. C'est un large 1792-1795. On est un juge, un ivrogne notoire en fait, qui maltraite sa femme, maltraite ses enfants, voilà. Et on va devoir être un juge. On l'avait étudié avec Romain lors d'une play-conférence à la BNF en fait. Et du coup c'est un jeu qui est génial dans le sens qu'il reprend tous les éléments mythologiques de la terreur dans le cinéma et dans le théâtre aussi. Et donc par exemple, pour te donner un exemple concret, c'est que ce jeu-là, il se revendique du film de Vajda, Danton, qui est sorti en 1983, qui lui-même du coup se revendique d'une pièce de théâtre, parce qu'en fait Vajda est dramaturge et scénographe, donc il avait adapté cette pièce-là avant. Et donc du coup, il l'a reprise d'une polonaise, alors c'est Stanislawa, je ne vais pas te prononcer son nom, mais Stanislawa P, des années 30, qui est morte totalement dans le silence, qui elle s'inspirait de Buchner en 1830, qui avait fait une pièce, La mort de Danton, qui lui avait vécu un peu plus ou moins les événements révolutionnaires en tant qu'enfant en fait. Et donc du coup, ce jeu-là est un condensé. On retrouve en fait cette thématique polonaise très catholique, très contre-révolutionnaire dans le jeu. Il y a des éléments religieux très présents et il y a ce discours vraiment contre-révolutionnaire qui est très très flagrant parce que le fait d'avoir tué le roi c'est vu comme une offense chrétienne en fait à la révolution. Et donc du coup là il y a le jeu est une sorte de synthèse médiatique de tout ce qu'on a fait jusque-là en création polonaise sur la Révolution française, en tant littérature, en cinéma, en théâtre.
Mais là, du coup, dans le jeu vidéo, il y a une sorte de condensation. Et ça part en délire complotiste à la fin, assez couramment, malheureusement, dans les jeux sur la Révolution, quoi. Et on a le privilège dans ce jeu de pouvoir sauver Louis XVI quand même. Ouais. Ce qu'on le juge, parce que bon, anachronique pour plein d'aspects. Et on peut, si on se débrouille bien avant, donc comme tu m'avais expliqué, on peut lui sauver la tête, quoi. Donc ça c'est fou quand même. Même si le jeu te pousse évidemment à reproduire l'histoire, mais d'une certaine manière on peut le sauver, quoi. Ce qui est... Et donc, et ça, tu l'interprètes comme étant justement l'expression d'un point de vue contre-révolutionnaire sous-jacent. Je sais pas, parce que c'est pas évident de faire quand même. Le jeu te pousse pas à faire ça quand même. Mais le peuple est dépeint d'une manière. En fait, c'est, voilà, c'est-à-dire que tu as clairement t'as des jauges d'influence. Tu dois respecter les avis de 3 parties au fur et à mesure: le peuple, les révolutionnaires et les aristocrates. Donc là, déjà, séparer peuple et révolutionnaire, c'est très étrange, ça n'a aucun sens historiquement, parce que voilà, c'est impossible à définir comme ça. Et les aristocrates. Donc c'est-à-dire que si tu veux, le jeu te propose au début de faire ton choix. Le clergé dans les aristocrates, j'imagine. Ouais, voilà, c'est n'importe quoi là-dessus. Et le jeu vraiment te propose de faire ton choix. Donc moi, je l'ai voulu jouer en rigolant, en me disant, tiens, je vais faire un Saint-Just, je vais être radical révolutionnaire, et je vais vraiment y aller dans la guillotine, dans l'opposition politique, je vais être un révolutionnaire opposé à l'aristocratie, etc. Et en fait, au fur et à mesure, tu es obligé, pour survivre et pour continuer dans le jeu, de défendre les aristocrates. Et donc du coup, au final, il y a beaucoup de cas, il y a des cas horribles, mais t'as des fois des petites histoires, des petits procès à régler en 5 secondes. Et donc j'étais obligé d'innocenter un violeur, parce que sinon j'allais pas satisfaire les aristocrates. Voilà. Et sinon j'allais me faire tuer dans l'heure d'après, quoi, dans le jeu. Donc t'es obligé de faire de soutenir plusieurs pans de la révolution qui n'ont aucun sens. Et donc du coup, quand tu sauves le roi, on a cette possibilité du chrony qui devient assez intéressante. On te dit, tiens, vous pouvez sauver le roi, on imagine. Alors du coup, tu te dis, si je sauve le roi, ça va me proposer un tout nouveau scénario. Et en fait, tu passes des heures, parce que c'est très très dur, du coup, effectivement, à réussir à avoir cette petite possibilité de sauver le roi. Et quand tu sauves le roi, le jeu te balance un panneau en disant, bon, en fait, non, il est mort quand même. Ouais, il meurt en prison, je sais pas, Ouais, c'est il quoi le meurt en truc, mais Et donc voilà, comment ça s'intègre, enfin, donc tout ça dans ton travail de recherche pour nourrir ta problématique? Comment tu utilises cet exemple-là concrètement pour construire ta pensée, ton discours? Du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de recroiser tout ça avec des sources historiques. Et en fait, par exemple, c'est assez facile de trouver que dans With the Revolution, tu as tous les pamphlets contre-révolutionnaires de l'époque. En fait, c'est exactement les mêmes thématiques. Donc ça, après, la question moi que j'essaie de me poser, c'est est-ce que je peux prouver que ils ont lu les pamphlets, ou alors à quel degré ils ont eu accès à ces informations. Et là, par exemple, dans ce cas de ce jeu-là, c'est parce qu'ils reproduisent le Danton de Vajda, qui lui-même Vajda avait fait l'effort, lui, de synthétiser une grande partie de ses pamphlets qui avaient été repris par Stanisława. Donc moi, j'essaie de voir, est-ce qu'on peut trouver des sources historiques qui corroborent, comme par exemple dans Unity, tu vois les tanneries de Pau de Robespierre qui soi-disant étaient cannibales. Et donc ça, c'est pas Saint-Just. Non, c'est Robespierre, Ah bon, les tanneries de Pau, ouais. d'accord. Ouais. Je confonds. Et du coup, et ça, c'est un élément qu'on retrouve. En fait, c'est des éléments que tu retrouves en 30 secondes sur Google. Et donc, du coup, parce que c'est la fameuse règle d'Ubisoft, toute information historique doit être vérifiée en 30 secondes sur Google par le joueur. Donc, en fait, eux-mêmes créent leur source historique en partie, même s'il y a des historiens, sur en gros ce qu'on peut trouver sur Wikipédia, quoi. Et si Wikipédia a mis ça, ça peut être une information intéressante. Donc, moi, j'essaie de savoir, est-ce qu'il y a une source historique, est-ce qu'on peut justifier cette utilisation, et comment ça s'inscrit souvent dans la légende noire, ou au contraire dans des parties très robespierristes, etc. quoi. Trouver les origines, quoi, Et idéologiques. donc là, tu essayes d'analyser donc les rapports entre le contexte culturel de construction de ce genre de produit culturel. Tu essayes de mettre ça en relation avec les représentations fictionnelles passées, qui elles-mêmes s'inscrivent dans une forme de traduction d'événements historiques. Et toi, là-dedans, en quoi c'est encore un travail? Parce que là, moi, ça me fait beaucoup penser comme un travail de sciences de l'information et de la communication. En quoi tu te considères encore comme véritablement historien dans cette démarche? J'imagine que ça a dû peut-être amener des débats par rapport à ton laboratoire. Du coup, moi, c'est vraiment le combat que je mène pour réussir à montrer que, en fait, je veux, comme un historien travaille sur un texte ou sur un tableau, moi je travaille sur des images en mouvement. Voilà. Et je considère que
Ça va être des tableaux en mouvement, c'est le même principe, j'applique les mêmes démarches sur les tableaux. Ça va vraiment être méthodologique, c'est vraiment aussi un combat méthodologique de dire j'applique les démarches historiographiques de l'histoire de l'art, d'analyse, pour pouvoir, en prenant en compte les particularités des médiums quand même, pour pouvoir analyser ça. Et du coup, vraiment en me basant sur les sources historiques. C'est vraiment ma principale revendication avec l'histoire, quoi. C'est-à-dire que je vais prendre le tableau par exemple, de Jean-Paul Raguenet, qui était un peintre du XVIIIe siècle. Et en fait, ces tableaux sont utilisés par Scholler dans Un peuple et son roi, le dernier film sur la Révolution française. Ils sont utilisés par Laurent Turcot en tant que conseiller historique sur Unity. Et donc moi, je remets en avant cette source pour montrer que c'est des objets d'histoire, mais à N+1 en fait. C'est qu'il y a des transferts entre les deux, il y a des liens en fait intermédiatiques entre les deux. Et je fais en fait ce sort de lignage, quoi. Ouais, donc j'essaie de démontrer en fait le jeu de poupée russe de comment se construit la représentation historique. C'est ça en gros. Oui, c'est ça en gros. Ouais. Une sorte de lignage, de généalogie de l'image, quoi. J'essaie de tisser quand c'est possible. Après, des fois, forcément, c'est pas possible, quoi. Bon, peut-être écouter Ouais, on Laura. peut passer la parole, Laura, pour tes recherches. Alors, comme précisé avant, je réalise un mémoire en master et le principal but, c'est de concilier les exigences de la recherche en histoire et l'objet vidéoludique. Il faut juste, je pense que pour l'enregistrement, que tu colles un peu plus le micro. Je vais coller un petit peu plus le micro. Et donc, l'intitulé de mon mémoire, c'est les enjeux de la représentation historique dans les jeux vidéo, à travers l'exemple d'Alexandrie dans Assassin's Creed Origins. Donc si j'explique rapidement le contexte de ma recherche, il y avait d'un côté la sortie du jeu qui est sorti le 27 octobre 2017, et puis il y avait moi qui cherchais un sujet vers décembre 2017 et qui voulait travailler sur un jeu représentant l'Antiquité parce que j'apprécie cette période, et donc j'ai pensé assez rapidement jouer et donc à travailler sur Assassin's Creed Origins. Donc si je présente rapidement le jeu, Assassin's Creed Origins, c'est le 10e épisode de la série Assassin's Creed, une série qui s'intéresse fortement à l'histoire et qui intéresse des millions de joueurs. Elle peut donc intéresser en retour l'historien qui va s'interroger sur cet objet. Donc Assassin's Creed Origins, c'est l'un des jeux les plus significatifs et représentatifs de la volonté de créer dans un jeu un cadre historique en représentant l'Égypte ptolémaïque. Donc le jeu transmet une représentation de l'Égypte à l'époque de Cléopâtre, donc de 48 avant notre ère jusqu'à 44 avant notre ère, et il est divisé en deux versions. Une version strictement ludique et une version dite éducative, où en fait, qui est sortie en février 2018 et qui n'existait pas dans les précédents jeux. Et donc dans cette version-là, le joueur peut réaliser des visites qui sont divisées en tours. Donc par exemple, si je prends l'exemple de la visite l'île de Pharos, donc du phare d'Alexandrie, le joueur peut faire 9 stations. Donc le jeu s'intéresse à l'Égypte de deux manières distinctes, et je voulais réfléchir sur ça. Mais il fallait que je fasse valider mon sujet et que je trouve aussi un directeur de recherche. Parce qu'en fait, mon sujet peut à la fois intéresser l'historien antiquisant et l'historien contemporanéiste. Il intéresse l'historien antiquisant parce que ma source est contemporaine. Je travaille sur un média qui regarde l'Antiquité, et ma problématique est aussi contemporaine puisque je m'intéresse aux représentations culturelles de notre époque en Occident qui s'intéressent à Alexandrie. Mais mon sujet peut aussi intéresser l'historien antiquisant parce que l'historien antiquisant va s'intéresser à l'image que l'on peut avoir de l'histoire ancienne dans notre période, parce que Assassin's Creed Origins est une réinterprétation de l'histoire antique qui est par nature fantasmée, irréelle, même si elle se réclame d'une attention la plus vive possible aux sources. Et donc la perception de l'héritage antique peut intéresser l'historien antiquisant. Mais ce qui peut aussi l'intéresser, c'est cette volonté, dans une représentation historique tridimensionnelle, d'une justesse historique qui est nouvelle et importante. Donc personnellement, j'ai préféré être dirigée en histoire antique parce que je pensais que c'était mieux dans un premier temps d'être solide au niveau des fouilles archéologiques et des sources antiques. Donc c'est moi qui ai préféré me diriger vers ce type de direction. Donc ensuite, avec mon directeur de recherche, on a décidé de s'intéresser à Alexandrie.
parce que Assassin's Creed Origins propose une représentation d'Alexandrie, une représentation supplémentaire, parce que Alexandrie, c'est un ensemble de représentations pour nous Français, nous Européens, nous Occidentaux. Et donc, c'est une ville dont l'imaginaire, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, hante les Occidentaux, parce que quand on pense à Alexandrie, on pense à un nom, on pense à des images, à des textes, à de la musique, etc. Un nom parce que c'est Alexandre, des images parce qu'on peut penser à un immense phare, à une magnifique bibliothèque, au film Cléopâtre, ou encore à la BD Astérix. Et pour les textes, c'est bien sûr le Quatuor de Laurence Durel, et pour la musique, Alexandra de Claude François. Bref, Alexandrie, c'est donc un imaginaire collectif. C'est aussi un champ de recherche qui est profondément renouvelé ces 20 dernières années, et donc on peut avoir une vue relativement juste, ou en tout cas a priori fondée sur cette ville. Et donc après avoir choisi Alexandrie, j'ai voulu rétrécir encore mon corpus pour étudier les lieux dans lesquels le joueur est amené à vivre une aventure, des aventures pendant les quêtes principales du jeu. Donc le joueur va aller d'abord à la bibliothèque d'Alexandrie, ensuite il va aller au palais, puis au tombeau, et enfin il va aller au phare. Et donc pour réfléchir sur ça, j'ai 4 types de sources. Les images de mon jeu qui représentent ces lieux antiques, les données historiques, les données archéologiques, et aussi les représentations de ces 4 espaces dans les tableaux, films, bandes dessinées, séries. Et donc, je n'ai pas de source sociologique, ce qui peut être une limite à mon étude. Mais comme je suis dirigée en histoire antique, ce n'était pas forcément les attentes de ma professeure. Et en même temps, mon temps de recherche est très court. Donc, ce n'était pas nécessaire d'avoir cette réflexion historico-sociologique. Et donc, avec ces documents, je me pose beaucoup de questions. Je vais me demander, par exemple, quel est le niveau historique dans un jeu qui propose au public de se replonger dans le passé, se distingue-t-il des précédentes représentations culturelles issues des tableaux, films, bandes dessinées, séries? Y a-t-il une tension entre représentation historique fidèle et impératif commercial? Comment dans un jeu vidéo du 21e siècle, pourquoi dans un jeu vidéo du 21e siècle, les concepteurs considèrent qu'Alexandrie peut être une ville mobilisée? Qu'est-ce qui vient de l'héritage culturel des développeurs? Qu'est-ce qui vient des recherches scientifiques, des données historiques, archéologiques? Qu'est-ce qui vient aussi de la nécessité du jeu? Jusqu'où joue-t-on de l'ambiguïté en faisant croire aux joueurs que l'Antiquité était comme ça? Comment la vision du jeu dit quelque chose de notre regard sur l'Antiquité, comment l'Antiquité et ses représentations nourrissent l'imaginaire contemporain, comment une ville comme Alexandrie peut s'inscrire dans l'imaginaire depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'oriente toutes ces questions autour d'une principale question qui est ma problématique et qui est le jeu vidéo Assassin's Creed Origins n'est-il pas qu'une représentation culturelle supplémentaire d'Alexandrie? Et donc pour finir, si je donne un exemple sur l'aspect concret de ma recherche et que je prends par exemple le phare d'Alexandrie, la taille. Par exemple, en ce moment à Blois, il y a une exposition près de l'hôtel de ville par Ubisoft qui met des images sur les 2 jeux, Assassin's Creed Origins et Odyssey. Et sur Assassin's Creed Origins, on voit une image sur la taille du phare, justement, où en fait, ils disent que le phare mesure 130 mètres. Or, dans le jeu, il y a aussi 2 autres visions de la taille, où dans le Discovery Tour, on va annoncer que le phare mesure 110 mètres. La voix off et le texte vont dire qu'il mesure 110 mètres. Et quand on va le mesurer, quand on va aller au phare, aller tout en bas, placer un marqueur, puis ensuite grimper, on va remarquer qu'en fait, la hauteur qui existe réellement dans le jeu, elle est de 140 mètres. Or, dans la réalité archéologique aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable en tout cas, c'est que le phare mesure 110 mètres. Et donc, on peut se demander pourquoi le Discovery Tour donne pourquoi le Discovery Tour, le jeu Assassin's Creed Origins, c'est pourquoi Ubisoft donne ces auteurs différentes, comme si, et dans le Discovery Tour, il la donne comme si elle représentait
comme si le jeu ne représentait qu'une seule taille, alors justement, il parle de plusieurs tailles différentes. Et donc je m'interroge sur ça. Peut-être que le Discovery Tour a été fait après, et donc en fait on avait une taille et qu'on a donné la vraie taille ensuite, mais que quand on a modélisé le jeu, on a fait avec une donnée qu'on imaginait à peu près correcte. Mais dans ce cas-là, comme le système a une unité de mesure très, très précise, pourquoi ils n'ont pas mis, par exemple, 135 mètres, qui était une hypothèse archéologique plus ancienne, celle de Jean-Claude Golvin. Pourquoi ils ont mis 140 mètres Est-ce que ça change quelque chose qu'il y ait dans le jeu 30 mètres de plus que la taille estimée aujourd'hui? Est-ce que c'est plus monumental que ça ne l'était vraiment? Voilà, c'est les questions que je me pose, et c'était un exemple concret de ma recherche. Peut-être juste pour faire des sauts de l'ange plus impressionnants. Oui, c'est Des sauts de la foi, pardon, sauts de l'ange. J'ai presque envie de dire la taille ça compte, mais désolé. On non, mais comprend. oui, il y a une tension évidente. J'ai cru je me suis posé la question pendant longtemps sur les choix d'époque dans Assassin's Creed. J'ai longtemps été persuadé que le fait qu'on en a parlé hier, qu'on se soit arrêté sur l'époque de la Renaissance, était lié, notamment italienne, était lié au fait que dans les villes italiennes de l'époque, on avait énormément de tours. Et que donc la verticalité induite par l'architecture de ce contexte urbain-là faisait que c'était du pain béni pour jouer à Assassin's Creed, qui est en fait un jeu de Yamakasi où on grimpe pour pouvoir sauter. Donc après, je me suis posé des questions effectivement quand on change d'époque, quand on va justement dans l'Antiquité, est-ce qu'on va réussir à garder cette verticalité-là? Donc effectivement, le phare d'Alexandrie, pour le coup, c'est le paroxysme de l'expérience. Je pense qu'ils avaient pu le faire de 300 mètres, ils l'auraient fait. On grimpe pour ensuite pouvoir profiter du paysage. Ce moment où on déclenche la petite cinématique, qui est quand même la meilleure récompense du jeu. Moi, quand je joue à Assassin's Creed, je vais débloquer toutes ces panoramas-là, et puis quand j'ai fini, j'ai l'impression que j'ai plus grand-chose à faire dans le jeu. Mais donc là, je pense ce qui est intéressant dans ton discours, effectivement, c'est au-delà des représentations véhiculées par les anciennes représentations et par l'imaginaire qui est véhiculé depuis des années, des décennies, des siècles, comment est-ce que le jeu vidéo, de par ses impératifs d'action et sa ludicisation, va influencer finalement ces représentations, non pas parce qu'il y a une volonté de diffuser un discours particulier, mais parce qu'on veut que ça soit jouable, et donc ça va modifier la représentation pour en faire une expérience jouable. Ouais, je peux juste ajouter 2 éléments du coup pour soutenir ce que tu viens de dire. C'est que par exemple, il y a d'abord l'exemple de Assassin's Creed Unity avec la présence de la flèche de Viollet-le-Duc sur Notre-Dame qui date de 1870 et qui du coup n'était pas nécessaire là pour le coup parce qu'il suffisait de pas la modéliser, contrairement à peut-être des enjeux de on l'a déjà modélisé pour d'autres raisons. Là ils l'ont mise parce que c'est le plus beau point de vue du jeu, voilà. Et donc effectivement ça rajoutait, on pouvait grimper à l'infini quasiment et atteindre un panorama qui permet aux joueurs de dépasser des contraintes physiques quoi. C'est le principe de Assassin's Creed, on peut faire des choses que notre corps humain peut pas faire. Et là, on a un truc extraordinaire, on dépasse nos réalités. Et deuxième élément, du coup, alors je peux pas donner plus d'exemples que ça, mais j'ai été stagiaire, du coup, historien pour Ubisoft pour un projet obscur qui va arriver dans les prochaines années, mais je ne peux rien dire de plus que ça, malheureusement. Mais par contre, du coup, ils travaillent, ils ont eu des problèmes d'avoir choisi une époque, un espace où il n'y a pas de verticalité. Et donc là, c'était le gros débat, moi, quand j'étais là-bas, comment est-ce qu'on fait? Genre, historiquement, on peut pas faire grimper le personnage, alors que c'est le principe du jeu. Donc comment est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc là, c'était vraiment c'était presque, la réponse était presque, on va inventer l'histoire, quoi. On va transformer la réalité. Et c'était Jean Guédon qui disait, justement, le directeur d'Ubisoft, créatif d'Ubisoft, qui disait, nous, notre travail, c'est de dépasser l'histoire, dépasser le réel. Voilà, ils le disent. C'est le principe, c'est que c'est un jeu historique quand il faut mettre en avant l'histoire, mais quand on leur reproche que c'est pas un historique, ils disent mais ça reste un jeu. Et voilà, ils affirment aussi qu'il faut sublimer, il faut dépasser le réel, et souvent ils vont permettre au côté ludique d'être une excuse pour pouvoir en fait, faut mettre x4 les dimensions de certains objets réels, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a eu peut-être un changement de discours au niveau de la pédagogie en fait au fur et à mesure de la série. C'est-à-dire qu'au début, j'ai l'impression quand même que dès qu'on les cherchait un peu sur la réalité, enfin sur les erreurs en fait de leur jeu, ils avaient tendance un peu à être un peu embêtés, alors que la sortie de ces Discovery Tours rentre dans aussi
sorte de politique un peu de légitimation du truc, quoi. Et c'est pour ça, là, par rapport à cette idée de dépasser le réel, le fait de vouloir en faire en parallèle un outil pédagogique, bah on est sur un équilibre qui peut être un peu précaire aussi à ce niveau. Donc, On en a parlé beaucoup hier, mais oui, après, Ouais. on enlève les dimensions ludiques qui peuvent parasiter le discours sur le réel pour en faire un espace d'interaction éducatif. Ouais. Mais c'est vrai que ça renvoie effectivement à toutes les questions qui se jouent sur la fictionnalisation. C'est-à-dire qu'on va être dans un genre qui a des codes. Et on va devoir utiliser ces codes pour que ce soit de la BD, du cinéma ou du jeu vidéo, et ça va influencer la façon dont on représente les choses. On va caractériser un personnage, on va écrire le personnage d'Obélix et qui va porter des menhirs toute la journée, et puis pendant tous les petites têtes blondes sorties de l'école vont imaginer que les Gaulois contemporains de Cléopâtre construisent encore des menhirs, alors que ça faisait 1000 ans que c'est même plus à quoi ça servait et qu'ils n'en faisaient plus. Mais donc on se retrouve comme ça avec des utilisations effectivement d'éléments réels qui vont être dévoyés pour nourrir un genre en particulier, et c'est là où il y a tout un truchement du rapport entre le fictionnel et le réel qui est hyper intéressant à détricoter, je pense, et à déconstruire. Justement, nous, en tant que... On est un petit peu tous dans la même démarche. Peut-être Romain, un peu à part, il va parler de son travail, mais encore que, je pense que ça s'intègre bien quand même dans toute cette problématique-là. C'est une transition vers moi, bien vu. Non, elle est bien. Oui, donc moi je suis pas les deux historiennes ont parlé. Historien de formation. Ouais, de formation. Alors oui, c'est vrai qu'il y a 12 ans maintenant presque, j'ai fait des recherches en histoire médiévale, donc en master, sur un sujet qui a absolument rien à voir avec aujourd'hui ou même ce que je fais, ce que je fais maintenant. Non, moi mon lien avec les jeux vidéo, alors, il part d'autres choses, mais je pense qu'on a tous quelque chose en commun. Peut-être c'est aussi un passé de joueur et de joueuse qui a fait qu'on est arrivé là. Je pense que ça joue. Moi, non, j'ai commencé mes réflexions en tant que vidéaste sur YouTube ou en parallèle de mon métier de prof. C'était 2 ans après avoir commencé, après avoir eu le CAPES en gros. Je me suis dit, tiens, je ne pourrais pas amener quelque chose avec ces réflexions-là sur comment l'histoire est utilisée dans les jeux vidéo. Réflexion qu'ensuite j'ai voulu importer dans mes cours en classe en disant, bah tiens, est-ce que je pourrais pas faire analyser les jeux vidéo par mes élèves. Une idée qui est très belle sur le papier, mais je suis progressivement en train d'y revenir assez fortement. On en reparlera peut-être après. Et donc, ouais, à force après de parler de ces cours avec jeux vidéo, j'ai commencé un peu à côtoyer le milieu de la recherche. Et des personnes qui sont d'ailleurs autour de cette table m'ont poussé vers l'université Paris 13 notamment. Et après un master en sciences du jeu, où j'ai réalisé un premier rapide bilan, on va dire, de l'utilisation du jeu vidéo en France. Là, je suis en 2e année de doctorat, donc en sciences de l'éducation. Et mon travail est donc plus d'étudier pourquoi et comment les enseignants donc utilisent le jeu vidéo. Il y a un léger rapport avec l'histoire, mais qui est un peu compliqué, donc on verra comment ça va se construire. À la base, pour l'anecdote, mon projet de thèse était quand même bien plus centré sur l'histoire du jeu vidéo à l'école. Sauf que déjà au niveau de la problématique, on s'inscrivait dans la discipline histoire et évidemment mon labo m'a dit qu'on n'était pas un labo d'histoire et donc il fallait un peu que je modifie tout ça. Mais à raison, pas que pour des notions purement de chapelle, on va dire, mais même d'un point de vue de la méthodologie, interroger l'histoire des pratiques enseignantes, c'est quand même pas évident, encore plus avec les jeux vidéo, parce que déjà on est en histoire, donc il faut des traces. C'est-à-dire que si on a des jeux vidéo, oui, des années 80 qui existent, qu'on peut consulter, c'est ce que je fais notamment en parallèle à la BNF, ça existe, mais pour étudier les pratiques, il faudra trouver des enseignants qui ont utilisé des jeux vidéo dans ces périodes-là, dans ces années 80-90, pour avoir un petit recul là-dessus. Il faut les trouver, il faut qu'ils soient peut-être encore en exercice maintenant, ou tout simplement encore là, pour ce que ça commence à faire. Donc voilà, en fait, c'est une histoire qui serait extrêmement parcellaire. Donc ma seule perspective historique, là, dans ce que je me fais comme plan de thèse pour le moment, c'est d'avoir un petit chapitre de mise en perspective
où l'idée serait de parler de ça, c'est-à-dire que le jeu vidéo n'est pas arrivé en classe avec Assassin's Creed ou avec les Serious Games au début des années 2000, mais qui a déjà un passé assez, assez fourni. Voilà, toute l'histoire du jouet pour apprendre, ça date pas de encore une fois d'Assassin's Creed. Donc voilà quoi, je veux dire, c'est pas encore une fois, je suis pas dans une démarche qui est véritablement historique à ce niveau-là. Mais là où mon travail va aussi rencontrer l'histoire, c'est dans l'application du jeu vidéo dans des cours d'histoire, évidemment, avec différents types de pratiques. Mais là dont on a un peu parlé, c'est-à-dire que souvent le jeu vidéo, soit dans la recherche quand on en parle, ou soit en salle de classe, c'est que le jeu va être limité à un visuel, soit une vidéo. Notamment l'Assassin's Creed, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va montrer un peu le visuel, la reconstitution 3D. Mais du coup, on perd l'aspect jeu. Soit on va avoir des pratiques assez intéressantes, notamment à base de city builder avec des SimCity, des Stronghold, des Kaiser 3, etc. Où on va demander à l'élève, donc déjà on a une contrainte qui est posée sur l'activité ludique, c'est-à-dire que vous n'allez pas jouer pour jouer en classe, vous allez jouer pour faire ce que le prof vous demande de faire. Donc par exemple reconstituer une cité romaine, reconstituer une cité médiévale, donc voilà, il y a une série de contraintes qui va avec le besoin d'évaluation du prof aussi, c'est-à-dire on a besoin de voir des acquis. Et pour finir, ça rejoint aussi ce qu'on disait sur le Discovery Tour, c'est-à-dire tous ces jeux qui vont être modifiés dans leur structure même pour faire passer des connaissances. Et là, ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire oui, voilà, le jeu est clairement mis de côté dans les Discovery Tours et on est en face, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, oui, de musées interactifs, de documentaires interactifs quasiment. En fait, pour le dernier Odyssée, ça me semble assez clair. Et c'est là que mes problématiques rejoignent un peu, évidemment, l'histoire. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Et justement, pour arriver à construire toute cette recherche, donc tu t'inscris dans un labo de sciences de l'éducation, c'est ça ? Comment est-ce que ton objet a été perçu ? Comment est-ce que tu as pu justifier ta démarche ? Est-ce que tu as rencontré des problèmes particuliers ? Le fait que tu sois historien à l'origine, est-ce que tout ça c'est plutôt bien goupillé ou... Oui, alors ce qui a aidé, c'est le fait que j'ai pas voulu faire des recherches explicitement en histoire, même si ma première partie de mémoire, par exemple, traite de l'histoire de l'informatique et un peu de l'introduction du jeu vidéo en classe, qui n'a pas été évidemment la meilleure partie, la plus reçue, parce qu'elle est un peu déconnectée justement de ce que je fais après, c'est-à-dire vraiment les observations en classe, donc c'est de la mise en contexte, mais finalement, non. L'histoire finalement n'est pas tant mobilisée que ça. Non, après moi ce qui a été bien accueilli, c'est que je suis enseignant avec un passé aussi d'enseignant qui a utilisé des jeux vidéo, qui est une posture qui est ça c'est mon passé avant de faire les recherches, donc je peux pas le supprimer. Mais donc oui, c'est une position aussi d'équilibriste, c'est-à-dire que vu que je l'ai fait avant, que ce que j'ai fait a été un peu médiatisé, dans le sens où le fait d'en faire sur YouTube, de montrer ça sur YouTube, d'en parler sur les réseaux sociaux... Mais est-ce que ça, parfois, ça se retourne pas contre toi en termes de légitimité au niveau académique ? Est-ce que c'est pas double tranchant quelque part ? C'est pas un peu, entre guillemets, saltimbanque youtubeur et donc alors, tu perds du street cred académique quoi. Je me suis gardé assez rapidement de me présenter ou de me faire présenter comme youtubeur, par exemple. C'est un qualificatif qui, bon, déjà, m'agace un peu parce que, c'est vrai que des fois je le vis comme ce truc de saltimbanque un peu. Mais c'est aussi pour ça quand je parle sur YouTube, j'essaye de faire le plus sobre possible. Mais ouais, c'est pas. C'est pas évident parce qu'on va dire que l'institution, bon, ça me pose pas de problème d'en parler, va être plus intéressée par le côté valorisation des pratiques, c'est-à-dire dire que le numérique c'est bien, que on est dans une démarche positive sur les acquis, alors que la recherche est pas depuis hier, depuis quand même les années 90, on a commencé à avoir un retour de pratiques, de sociologues ou de chercheurs en infocom notamment, qui sont quand même
plus, comment on va dire, sceptique sur les apports du numérique en général. Mais donc voilà, là on est toujours d'un côté institutionnel, là où je me situe aussi, parce que je suis toujours enseignant dans le secondaire. Eux, ils veulent une mise en valeur de pratique. Mais moi, de l'autre, j'essaye de montrer qu'il y a quand même, faut prendre un peu tout ça avec des pincettes et que non, le jeu vidéo, c'est pas génial et que ce dont on a parlé aussi un peu hier avec Maxime Durand, que cet aspect de critiquer des jeux vidéo d'un point de vue historique en classe, c'est quelque chose en gros d'extrêmement compliqué et que les élèves les plus fragiles, ça peut, vu l'exigence en fait de l'exercice, ça peut les mettre encore plus en difficulté. En gros. Donc il y a ce problème de posture qui est de toute façon là, donc je peux rien y faire. Après, moi, dans mes enquêtes de terrain, ça va être un atout, dans le sens où les enseignants avec qui je m'entretiens, que je vais voir, ils savent que je suis enseignant, donc ils savent c'est quoi le quotidien d'un... Enfin, je pense qu'ils comprennent que je suis au courant des difficultés quotidiennes du prof. Je sais ce que c'est que d'utiliser un jeu, et donc il y a une confiance en fait mutuelle qui se crée à ce moment-là. Et c'est ça moi qui m'intéresse globalement. Et est-ce que derrière il y aurait une perspective un peu entre guillemets R&D, c'est-à-dire que de par justement tes études et l'expérience que tu vas avoir en classe, tu puisses imaginer quelle serait la bonne construction d'un logiciel ludo éducatif adapté au contexte de la classe, ou est-ce que toi tu te vois quand même essayer de réfléchir, d'élaborer peut-être un projet, ou est-ce que tu essaies juste d'analyser tout ça et ensuite je peux pas être, pour ceux le moment, qui viennent derrière pourront peut-être faire quelque chose, mais pour le moment je peux pas être des deux côtés. C'est vrai que des fois j'ai des propositions de faire des formations auprès de collègues, mais c'est pas évident. Je peux pas dire non, faut faire comme ça, puis de l'autre côté aller voir les gens en classe. C'est compliqué d'être dans les deux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est compliqué d'être dans les deux les extrémités en fait du processus. Et c'est comme quand je vais voir les enseignants, je dis je suis pas inspecteur, je vais pas leur dire que c'est bien ou c'est mal. Parce que je pense qu'en fait, on parlait d'hypothèse de recherche, je pense que finalement le jeu utilisé, qu'il soit serious game ou qu'il soit jeu du grand public, finalement ça dit pas grand chose. Je pense que c'est vraiment l'interaction de l'enseignant, la personnalité même, je pense des fois de l'enseignant, la finalité aussi qu'il va donner à son projet, qui va influencer son utilisation du jeu. Et pas tant... on a toujours ce clivage qui est un peu artificiel, je trouve, entre jeu grand public, serious game. Je peux faire un cours très très chiant avec Assassin's Creed, et on peut avoir des serious games, alors qui sont encore notamment souvent des city builders, qui donnent une certaine liberté de jeu aux élèves, et où là on va voir une activité ludique. Chose qu'avec une vidéo d'Assassin's Creed en classe, l'activité ludique tu la mets de côté. Donc voilà, les effets de dispositif faut les interroger, mais ils sont quand même secondaires par rapport à ce que à l'expérience enseignante, parce que moi c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et quel effet ça va avoir sur les élèves, qu'est-ce qu'ils vont en dire, tout ça. Ouais, non, je vais juste rajouter qu'effectivement, peut-être pour compléter ta réponse, ta question c'était que moi, par exemple, j'ai une injonction au fait que je suis chercheur et que je fais des recherches et que tout ce qui relève de peut-être anticiper pour devenir formateur ou pour tout ce qui va être, parce qu'on va me reprocher d'être post-doctorat en fait, est très mal perçu. C'est que par exemple mon stage à Ubisoft ou si je faisais des vidéos ou tout ça, c'est pas de la recherche. Et en tout cas, presque moi faut pas en faire. Je fais que de la recherche pure et après quand j'aurai fini mon doctorat, je pourrais commencer à voir d'autres choses quoi. Mais pour l'instant en tout cas, dès que moi je me sais qu'avec ma directrice de thèse, aussi gentille et aimable soit-elle, c'est que dès que je parle de quelque chose, ah non ça c'est pas la thèse, ça c'est pas ça c'est là être là par exemple c'est pas perçu comme vraiment en lien avec ma recherche en fait. Là c'est pour je prépare la suite quoi en fait. On te floutera à l'image. Voilà. Mais je sais qu'en histoire en tout cas j'ai des grosses injonctions en me disant ça c'est pas la recherche. Il faut que je sois dans mon silence monastique d'érudit dans ma montagne et je sortirai voir la lumière et après montrer au monde ce que j'ai produit quoi. C'est un peu ça quoi qu'on me dit quoi. Ok. Ouais, non, mais c'est une posture qui est compliquée. Encore plus qu'on a un pied en plus dans l'enseignement et de ce côté-là aussi, on a des injonctions, où
Parce qu'on peut dire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire vous êtes enseignant, bon la thèse c'est gentil, mais c'est pas dans notre établissement. Oui, voilà, c'est ça Voilà, que- donc, Quand on a passé les contrats doctoraux, moi je pensais en disant je suis enseignant, du coup j'ai un pied dedans, mais ils te regardent en mode mais du coup ça n'a aucun rapport. Alors que toi tu peux arriver en te disant bah si, je peux justement peut-être aller voir des enseignants, j'ai accès à un terrain quand même parce que je suis dans le milieu, cette distance que tu disais, ce corporatisme un peu qui fait qu'il y avoir une confiance et c'est facile d'entrer dans la classe. Peut-être qu'un chercheur vraiment universitaire aurait trop ce rapport inspecteur et qui pourrait créer des distances par rapport aux entretiens, etc. Là on fait partie du même métier. Et là, au contrat doctoral, quand tu le passes et que tu présentes en disant bah en plus je suis enseignant, donc ça pourrait être intéressant, c'est deux mondes différents en fait. Ouais. C'est à reprocher presque en fait. mais il y a peut y avoir aussi on parlait de mise en confiance, peut y avoir aussi le rapport inverse, c'est-à-dire que je vais voir des collègues, les collègues vont croire qu'un autre collègue les juge aussi, quoi. Donc, mais c'est une partie du métier qui est pas évidente, c'est-à-dire le rapport des enseignants aux autres enseignants. C'est ça aussi que je peux voir dans mes recherches. Alors bon, on aime bien en salle des profs, on parle pas trop de pédagogie, hein. On parle pas vraiment de ce qui se passe dans nos quatre murs. Ou si ce qu'on dit, c'est les 4-3, ils sont pénibles, hein, qu'est-ce qu'ils bavardent. Mais c'est pareil, j'ai mal fait mon cours. Ça, c'est des choses. Il y a des sujets qui sont plus tabous que d'autres. Voilà. Et est-ce que toi, tu t'inscrirais aussi je sais pas, dans ta démarche, dans l'étude justement de l'utilisation que peuvent faire les pouvoirs publics officiellement de ces outils par des biais législatifs? Est-ce que tu reviens sur le plan informatique pour tous? Est-ce que Ça va faire partie, oui, de la petite partie histoire, pour dire qu'il y a un précédent. Mais parce que je pense, d'un point de vue... Enfin, l'idée, c'est est-ce que ta recherche pourrait amener à influencer le positionnement des pouvoirs publics? Voilà, c'est grosso modo. j'ai pas, peut-être pas enfin, je sais pas. Faut que ça serve. Moi, je veux pas faire mon truc dans mon coin en disant... C'est pour ça, dès que j'avais fini le mémoire, je voulais que ça soit disponible assez... je l'ai publié assez rapidement sur les plateformes officielles. Mais il faut que ça serve, ouais. Il faut que ça serve, que ça passe par après. Donc, tu me demandais par des formations plus tard. Mais après justement, la thèse, pourquoi pas, hein. En dehors des idées d'être maître de conf, voilà, en sciences de l'éduc, ce genre de choses. Ouais, faut que ça serve. De là, je suis pas le premier à relativiser les effets du numérique. Hmm. Ça fait 20-30 ans. Est-ce que ça a changé depuis? Voilà. Non, mais toi, tu as une expertise, tu as une pratique, tu as du recul, tu n'es pas dans une démarche de légitimation un peu béni oui-oui du médium. J'essaye, mais j'avais peut-être un peu cette posture au début, hein, Ouais. parce que je prépare une petite chronique où je veux revenir sur mes premiers cours et notamment la manière dont j'en parlais en vidéo. Et ouais, mes vidéos d'il y a 4-5 ans où je parle notamment de ma première utilisation de SimCity avec une classe de 6e. Oh, mais j'ai envie de m'étrangler quand je m'écoute. Bah oui, parce que j'étais dans une démarche qui était un peu plus une démarche de valorisation personnelle, peut-être de visibilité, faut pas non plus s'en cacher, mais je masque certains aspects de mon cours. Voilà, mais il y a une tare comme ça que dès qu'on parle en fait d'éducation dans les médias, si vous regardez dans un journal télé les cours dans des reportages de 3 minutes, tout se passe à chaque fois forcément très bien. Dans les classes qui sont filmées, il n'y a évidemment pas de bavardage. C'est le syndrome photo de classe quoi, tout le monde est prêt pour Mais ouais, c'est ça. Vous interviewez les élèves. Alors évidemment, on prend les élèves qui parlent le mieux devant caméra. Le prof est content de sa classe. Les élèves parlent bien de leurs enseignants. Le chef d'établissement dit que son prof est génial. Donc il y a un effet comme ça. Et c'est vrai que moi sur YouTube, donc dans mes premiers retours, c'est ce que je faisais. Et là, j'aimerais justement faire un petit retour critique là-dessus. Mais je pense que quand on commence une pédagogie, bah ouais, il est possible qu'on ait un peu Quand on commence quelque chose, je pense qu'on est toujours un peu aveugle sur les effets ou sur les... On a du mal à avoir un recul critique au début, je pense. Ouais, c'est ma dernière question. Oui. Et au-delà de l'aspect pour former ensuite, parce que je comprends bien ton positionnement qui est plutôt celui en fait du côté des professeurs, comment les aider dans leur utilisation ou pas de ces objets. Mais toi, est-ce que tu pourrais pas intervenir quelque part, du moins dans ta réflexion, justement sur la construction même de l'expérience ludique, presque en tant que game designer quelque part, pour essayer d'évaluer, d'imaginer quels seraient les mécanismes ludiques qui pourraient éventuellement être plus pertinents, plus adaptés
pour un phénomène d'apprentissage. Est-ce que toi, il n'y a pas un moment où tu vas peut-être un petit peu déborder là-dessus, sur un côté un petit peu théorie du jeu, pour essayer de construire une pensée qui nous amènerait à quelque chose qui pourrait, en l'occurrence, très innovant, c'est-à-dire ne pas simplement imaginer qu'on utilise un objet déjà existant pour en faire un cours comme on bricole, comme tu as pu bricoler à un certain moment, ou faire des objets qui ne sont plus des jeux et qui, bon, pour le coup, sont des expériences interactives qui fonctionnent, mais qui ne sont plus du jeu. Est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose à innover, un vrai côté véritablement R&D dans ta pensée qui pourrait arriver à débloquer quelque chose devenir game designer estampille éducation nationale. Éducation nationale. Ça pourrait être un développement de carrière future. Je m'interdis pas ça. Après, Est-ce que déjà aujourd'hui, c'est une réflexion qui... Oui, c'est vrai qu'en fait, j'aime bien réfléchir sur les mécaniques les mécaniques pédagogiques, on va dire, dans les jeux, c'est-à-dire comment un jeu vidéo va transmettre des connaissances historiques. On parlait de Soldats inconnus. Bah oui, là, c'est vrai que j'aurais tendance à dire, mais non, au lieu de nous mettre des énigmes là où on balance des bouteilles de vin ou je sais pas quoi là, faites-nous jouer avec les collectibles qui finalement servent à rien dans le jeu. Pourquoi ils les ont pas intégrés dans des énigmes où là, justement, on joue avec des objets historiques et un peu sur le modèle, tu disais, du jeu que j'ai oublié, Black Friday, où là, on a une implication du joueur. Donc, oui, des conseils comme ça. C'est-à-dire que oui, l'histoire d'un jeu vidéo, c'est pas nous mettre une diapo avec du texte qui nous sort du jeu. Bon. Après, je sais pas, est-ce que c'est pas juste des remarques de bon sens je sais pas. Mais ouais, ce serait une possibilité. Après, je peux pas être partout à la fois non plus, donc il faudrait à un moment donné choisir un peu, je pense. À toi, non? Ouais, donc c'est le moment où je Mais dois oui, parler, vas-y. moi. Bon, ça va être difficile d'être concis. Je compte sur vous pour me couper et pour poser des questions pour que je sois un petit peu plus pertinent dans mon discours. Moi, c'est un parcours un peu chaotique. J'ai juste essayé de donner quelques conseils, peut-être éventuellement. Parce que moi, j'ai eu un parcours universitaire à la sortie du lycée, comme à peu près tout le monde autour de cette table, sauf que moi, ça a été un parcours un peu en dents de scie. Je fais de l'histoire, je fais des sciences politiques, je fais des sciences infocom. Un CAPES raté, une expérience de professeur vacataire dans un contexte très difficile à Montreuil qui m'a un peu passé la vocation. Une carrière de game designer, puis l'enseignement spécialisé dans des écoles de création de jeux vidéo où j'ai accumulé aujourd'hui plus de 10 ans d'expérience ici, entre 5 et 6 000 heures de cours, un petit bagage dans le domaine. Et puis j'ai voulu repartir dans la recherche parce que petit sentiment de redondance, envie de faire autre chose, envie de peut-être mettre aussi au service d'une réflexion toute mon expérience qui repose sur de l'enseignement, sur de l'expérience professionnelle, sur de la théorie un peu mélangée qui part sur plusieurs disciplines. Et puis au gré de mes lectures aussi, pour préparer mes cours, beaucoup de game studies, de découvertes, donc de chercheurs, de labos très contemporains qui pouvaient susciter une nouvelle vocation. Je commencerai juste en faisant une remarque, j'en ai parlé hier avec Hugo, sur le fait que j'ai pas eu l'intuition, c'est un regret qui reste comme ça, une petite ombre au tableau qui flotte. Quand j'étais en maîtrise d'histoire en l'an 2001, je suis parti en histoire ancienne sur l'école française d'archéologie d'Athènes, étudiant Erasmus, où j'ai beaucoup plus arpenté la boîte métal du coin que la bibliothèque, où j'étudiais l'impérialisme de la religion achéménide, le zoroastrisme de l'époque. Et à côté de ça, je jouais aux jeux vidéo, beaucoup. Et ça rentrait en conflit, en fait. Je n'arrivais pas à mettre ces deux choses ensemble. Et c'est vrai que au début des années 2000, j'ai pas eu l'intuition de me dire que j'aurais pu en fait déjà en faire mon sujet de recherche, quoi. Et ça aurait été peut-être une idée pertinente. Donc, premier point, s'il y a des gens qui hésitent encore, je sais que certains d'entre vous ont peut-être, dont Hugo, rencontré des difficultés pour arriver à légitimer sa démarche par rapport à l'objet dans des disciplines qui sont parfois très académiques là-dessus, mais je pense qu'il faut pas hésiter, que c'est aujourd'hui un objet extrêmement riche, qui est caractéristique du fonctionnement de nos sociétés contemporaines, et qu'il est évident qu'il
tout à fait légitime de l'étudier, sans forcément rentrer dans un processus un peu simpliste de légitimation du médium, mais c'est un objet à étudier. Donc s'il y en a qui hésitent, je pense que là-dessus, il y a quand même des opportunités. Alors bon, ça dépend des labos. En Sciences Infocom, il y a a priori beaucoup plus d'ouverture d'esprit sur le sujet que peut-être en histoire, que peut-être en histoire de l'art, que peut-être en sciences de l'éduc, je pense qu'il y a quand même aussi une ouverture. Mais les game studies, par définition, c'est l'étude du jeu par toutes les disciplines possibles et imaginables. Enfin, on peut faire des game studies en économie, en géographie, en psychologie, évidemment. Enfin, voilà. Donc là-dessus, je pense qu'il y a tout un champ à étudier le plus largement possible. Donc moi, je me suis relancé il y a maintenant 5 ans dans un Master 2. En faisant jouer des équivalences, je suis rentré directement en Master 2 de Sciences Infocom, où j'ai réussi à intéresser un directeur de recherche qui ne connaît absolument rien aux jeux vidéo, mais qui s'intéresse à la question des représentations fictionnelles. Donc il était particulièrement intéressé par mon approche et du truchement que ça peut impliquer avec la construction justement donc d'imaginaire, et comment est-ce que cet imaginaire après peut construire notre rapport au monde tout simplement. Et c'est vrai que moi j'ai une réflexion très auto-conflictuelle, paradoxale par rapport à cette influence que peut avoir l'imaginaire sur nos constructions mentales. Je suis dans un sorte de jeu d'aller-retour entre oui, des fois ça a un impact, des fois non. Enfin voilà, j'ai du mal encore. Et puis toutes les lectures que j'ai là-dessus sont finalement très contradictoires et on trouve ce qu'on veut. C'est un petit peu moi c'est le moment où je me perds dans mon discours. C'est l'écueil que je rencontre dans ma recherche, c'est-à-dire la scientificisation à outrance qu'on retrouve beaucoup en Sciences Infocom. C'est peut-être là le petit écueil que je mettrai en avant, c'est-à-dire l'idée que finalement dans les sciences sociales, on puisse arriver à construire des discours parfaitement scientifiques sur des objets où il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de subjectivité. Bon, après, voilà, il y a des démarches qui le revendiquent, des démarches phénoménologiques par exemple. Mais je pense que moi, ma première perspective, ça a été justement de mélanger un petit peu tout ça. D'être dans la subjectivité tout en revendiquant l'utilisation d'outils structuralistes par exemple. Et ça, c'est assez mal perçu. Déjà, la première démarche à mettre en place, c'est celle de construire une méthodologie. Avant même de bien étudier son objet, de construire son sujet. Et ça, si on n'en est pas, c'est peut-être une des premières grandes difficultés du chercheur. Surtout pour un chercheur comme moi qui revient après 15 ans où j'ai arrêté mes études, où j'ai fait un petit peu comme je voulais la mise en place de ma pédagogie. Arriver ensuite à restructurer correctement une méthode, c'est pas forcément évident. Alors bricoler une méthode, c'est parfois un petit peu mal perçu. C'est vrai que la recherche académique nous incite plutôt à nous inscrire dans l'utilisation d'une méthode, qui s'inscrit même dans une école de pensée. Et ensuite, voilà, vogue la galère, on en prend un objet, une méthode, on étudie. Et si on essaie de bricoler tout ça, on risque d'être dans une dimension un peu fragile. Ouais, donc moi, j'ai tenté en Master 2 d'articuler une recherche sur une idée principale qui était que finalement, dans les objets fictionnels actuels sont des témoins alors d'une contemporanéité évidente, mais qui s'inscrit dans un passé qui lui-même résonne et qui nous accompagne. J'ai pas la citation parfaite, mais citation de Brodel qui nous dit que voilà, on est ce qu'on est aujourd'hui, mais en fait il y a toujours un passé qui nous accompagne. Il n'y a pas lent et il n'y a pas rapide aussi, qui a deux temporalités derrière qui nous suivent. Et mon idée, c'était de montrer, alors avec un corpus qui est forcément un corpus orienté, c'est là où il y a forcément les limites de la démarche. On prend les jeux qui nous arrangent aussi. Il ne faut pas non plus être naïf là-dessus. Donc j'ai travaillé sur Remember Me, sur Little Big Adventure et sur Beyond Good and Evil. Donc 3 jeux très science-fictionnels qui a priori sont très éloignés. Alors Remember Me un peu moins, mais très éloignés d'un contexte français contemporain. Mais quand on creuse un peu dans Remember Me, on se rend compte qu'il n'y a aucune référence à la France. Peut-être le mot est employé peut-être une fois dans le codex,
mais c'est un codex en plus qui est extrêmement marginal, qui est pareil, on le débloque de manière un peu obscure, et puis il faut aller le consulter si on a vraiment envie. Enfin, c'est pas du tout intégré à la narration globale. Et donc on est dans un Paris comme ça un peu déconnecté de tout contexte national préexistant. Il y a la Tour Eiffel en fond, quoi. C'est un truc Oui, comme ça, oui. on est à Paris parce que... Oui, effectivement, on visite la ligne 6, c'est assez sympa. Moi, c'est mon meilleur moment du jeu. C'est la ligne 6, j'ai adoré. Pour le reste, effectivement, on navigue dans des stéréotypes. Non, parce que c'est le moment où il y a un effet de réel, quoi, là. D'accord. Où j'y ai cru, où je me suis dit, ah ouais, là j'y suis, quoi. Alors que pour le reste, on navigue entre les épiceries fines, les fromageries et les boutiques de vin, enfin, et les pigeons, avec un décorum moderne. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais mon idée, c'était de montrer que finalement, dans ces jeux qui paraissent très éloignés justement de notre contemporanéité et de notre contexte culturel, il restait quelque chose. Il restait quelque chose d'un passé, ou du moins d'un passé imaginé. Et je m'étais un peu basé sur le travail de Raoul Girardet, qui met en avant l'idée qu'il y a 4 grands mythes politiques français, dont un en particulier qui est celui de la figure héroïque, qui s'inscrit dans un contexte historique, souvent le contexte d'une invasion et d'une résistance. Donc voilà, Jeanne d'Arc notamment, Vercingétorix, Roland de Roncevaux, et qui a été confirmé comme ça, fil en aiguille dans l'histoire de France, entre guillemets, jusqu'à Jean Moulin. Et c'est vrai qu'on a cet imaginaire collectif-là qui est basé sur un roman national qui est complètement évidemment, artificiel, mais qui a été jalonné par différentes étapes, par une forme de réactualisation. La grande particularité, alors les figures héroïques, il y en a dans tous les romans nationaux de tous les pays, évidemment, mais sauf que nous, on a eu cet épisode-là récent de la Résistance qui a réactualisé ça. Ce qu'on n'a pas du tout en Allemagne. Voilà, Arminius, il a disparu complètement du roman national allemand. C'est plus une référence. Il y a toujours sa statue monumentale perdue dans la forêt, là où Varus a perdu ses légions. Mais on s'en fout, globalement, dans l'histoire allemande actuelle. Alors que nous, il y a quand même toujours cette race-là qui perdure. Et je voulais démontrer, quelque part, que dans ces jeux, finalement, cette race est toujours là. Et dans Remember Me, dans Little Big Adventure, dans Beyond Good and Evil, on a cette figure héroïque qui s'inscrit dans un cadre de résistance face à un pouvoir dévoyé, despotique, totalitaire, qui vient de prendre le contrôle d'un pays par l'invasion et qui ensuite utilise les outils médiatiques pour mettre en place une propagande d'État et des références historiques, une récupération historique assez claire au traumatisme de l'occupation, de la déportation. On a des camps de la mort dans ces trois jeux. Voilà, donc ma démarche, c'était une démarche assez modeste et humble, qui essayait de mettre en avant l'idée qu'il y avait peut-être une forme de résonance et des coïncidences. Et que ces coïncidences n'étaient peut-être pas uniquement le fruit du hasard. Voilà, le simple fait que je revendique cette démarche un petit peu fragile, humble, qui est non pas celle de la scientificité pure, mais l'idée que j'essaie de mettre en avant peut-être des coïncidences, déjà ça m'a été lourdement reproché. Alors pas par mon directeur de recherche, qui était enthousiaste et s'inscrit dans cette démarche un petit peu sensible et phénoménologique, mais par le reste, l'académisme général, et ce qui fait que dans mon travail de thèse actuel, qui est un petit peu en PLS dans un coin, je sors d'une année de césure, voilà, non, je suis officiellement en train d'attaquer ma 4e année. C'est vrai que j'ai encore des difficultés à essayer d'articuler tout ça de manière précise, même si l'idée sous-jacente, ça reste évidemment de montrer comment est-ce que dans le jeu vidéo français, on peut finalement découvrir peut-être ce qu'a été la France à une époque et ce que nous dit de notre façon de nous percevoir en tant que collectif, qui s'inscrivent dans une histoire. Et donc mon idée actuellement, c'est de me consacrer à l'étude du jeu vidéo français des années 80, des jeux vidéo plutôt d'aventure, peut-être tout simplement des jeux d'aventure textuels même, pour essayer parce que la problématique aussi, c'est après d'arriver à avoir un corpus qui tienne la route. Parce qu'au début, j'ai eu l'ambition de l'exhaustivité, mais quand on arrive à 1000 jeux dans son corpus, alors qu'on est en 1988, on se dit on va pas y arriver. Voilà, donc il y a encore plein de problèmes à résoudre. Donc je suis pas sûr d'arriver au bout, mais voilà, j'aurais essayé et je vais tenter quand même
en trouvant la force de Saori, d'arriver à essayer de terminer ce travail-là, même si je ne me fais pas d'illusions sur l'impact que ça pourra avoir, parce que justement on me reprochera de ne pas être de manière complètement carré au niveau de la méthodologie, de ne pas être complètement scientifique dans ma démarche. Voilà, puis je m'en profite de passer un pro tips aussi par rapport à tous ceux qui veulent se lancer dans la recherche, c'est de se consacrer véritablement à ça. C'est-à-dire, quand on commence en tant que doctorant, on est très sollicité par les labos, par l'école doctorale, surtout quand on a un contrat doctoral, pour faire des conférences, pour organiser des cycles de conférences, et puis on va tenter d'écrire des articles, et puis bon, tout ça, c'est, en tout cas de mon expérience, ça a été beaucoup de temps perdu. Je dis pas que c'est complètement perdu, parce que ça m'a nourri, mais j'ai écrit des articles qui ont été refusés parce que j'avais pas la méthode, et donc c'est du temps perdu. C'est beaucoup aussi de déception, parce que on investit énormément de temps, d'énergie, et donc la gratification au bout, elle est totalement absente, c'est même l'inverse, on est plus dans une sensation d'humiliation quelque part. Donc il y a différents, je pense, types de profils. Les gens qui sortent déjà, ils ont ceux qui ont eu l'agrégation, qui sont déjà dans une perspective de capacité à mobiliser de la recherche avec une méthodologie ultra carrée. Bon, eux peut-être qu'ils seront déjà tout de suite capables d'écrire des articles et de publier. Moi j'étais dans le bricolage, et donc bon, ça marche pas à ce niveau-là. Voilà, il y a un moment où il y a des barrières, et donc à ce moment-là, il vaut mieux peut-être se concentrer sur sa recherche, arriver à finir sa thèse, et ensuite, avec sa thèse, continuer à l'interroger, et là, inscrire sa recherche dans une capacité à communiquer, à faire des articles, quand déjà on est peut-être un peu plus performant à ce niveau-là. Voilà, en vrac, peut-être des... Moi, j'avais juste une question Vas-y. pour toi. Parce que du coup, tu travailles sur les années 80, donc des jeux français. Oui, enfin, après, mais j'aimerais aussi arriver à le mettre dans une perspective historique, c'est à me montrer comment est-ce que ça a évolué, voilà, D'accord. avec les jeux actuels. Et du coup, comme tu es quand même pas mal sur la question du roman national, un petit peu, enfin voilà, de l'écriture. Ça fait partie de mes champs de réflexion. Ouais. Est-ce que, je sais pas si c'est en arrivé là, mais du coup, est-ce qu'il y a eu justement du coup une sorte de production liée au bicentenaire de la Révolution? Est-ce que tu as croisé des choses, toi? Parce que moi, je travaille sur après, mais je sais pas si dans le jeu vidéo, il y a eu une des jeux, explosion. oui, bien sûr. Ouais, il y a eu, C'est une question qui est pas du tout intéressante. non, parce que moi, je travaille après, du coup, ça. Oui, non, il y a eu des jeux, effectivement, alors qui sont pas glorieux, quoi. Ouais. Mais je te donnerai les références. Oui, pas de Ah, parce problème. que j'ai quelques exemples. Mais de Non, il y a guillotine, eu une opportunité marketing, mais qui justement révèle déjà des choses. C'est-à-dire que, alors je l'ai vécu, moi, le bicentenaire, j'étais un petit peu petit quand même, malgré tout, malgré mon âge canonique. Mais comme ça, avec du recul, moi, j'ai le sentiment que ça aurait dû être un événement exceptionnel. C'était vendu comme tel. La célébration de ce qui constitue finalement notre commun. Et quand on regarde ce qui a été fait justement du point de vue vidéoludique, c'est très pauvre. Il y a, c'est des jeux un peu éducatifs, mais on sent qu'il y a peut-être justement, c'est là où une réflexion que j'essaie de développer, c'est que finalement ça n'a pas tant mobilisé que ça. C'est juste qu'il y a quelques éditeurs qui ont vu une opportunité marketing pour faire quelque chose, mais il n'y a pas eu spontanément d'engouement pour créer des jeux qui puissent nourrir un imaginaire. Derrière tout ça, moi j'ai le rapport en fait au désenchantement du monde. C'est-à-dire la science détruit l'enchantement. La science a détruit les légendes, les fées au fond du jardin. Et la fiction, j'ai le sentiment, arrive à renourrir tout ça, à recréer une forme d'enchantement. C'est vrai que moi, je suis un petit peu éloigné des démarches, des enjeux pédagogiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément que les outils fictionnels puissent permettre d'apprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de nourrir c'est peut-être plus prétentieux, j'en sais rien, mais le bonheur de vivre quelque part. Mais du coup, c'est quand même étonnant par rapport à ce que tu viens de dire, que pourquoi la Révolution, qui est censée quand même être actuellement, puisqu'on est en République, l'événement fondamental, qui a fondé vraiment cette culture nationale dans laquelle on est censé être aujourd'hui, pourquoi elle a si peu été exploitée par le jeu vidéo en 89, alors qu'on est quand même
Dans une période où ça commence à exploser, et après, il n'y a plus rien. Parce que je pense qu'on ne sait qu'il n'y a pas de consensus. Mm. Qu'il n'y a pas de consensus, que les idées contre-révolutionnaires sont encore très présentes dans un imaginaire partagé, que et que les républicains forcenés sont pas forcément capables de tout assumer, que l'idée que la révolution est un bloc, pour citer un personnage célèbre de notre histoire, c'est un petit peu désuet, et que rentrer dans une forme de propagande, parce que c'est ça en fait, par la fiction, même si c'est entre guillemets pour des raisons positives, célébrer la révolution, célébrer les idées des Lumières, bon, je pense qu'il y a une forme de consensus là sur le fait que c'est plutôt un événement positif. On est mal à l'aise. Je pense Romain peut-être pourra me confirmer ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas manipuler quelque part, on veut créer du sens critique, on veut, du moins dans l'éducation. Alors moi j'aurais peut-être moins de pudeur par rapport à ça, mais je ne m'inscris pas dans la même démarche. Voilà. C'est peut-être aussi ce qui m'est reproché. Et puis je trouve, moi, c'est un événement qui est très mal connu, en fait, la Révolution française, par l'opinion publique. Ça ne veut rien dire, l'opinion publique, mais... Trop connu et mal connu, quoi, c'est ça. Ouais, enseigne, dans un sens, mais même quand il y a le 14 juillet chaque année, on n'en parle jamais de la... On parle assez rarement, finalement, de la Révolution française en elle-même. C'est pas un événement qu'on célèbre. Même les grands événements... je sais pas, le début de la Première République, par exemple, ce genre de choses. C'est des choses dont on parle quasiment pas, en fait. Oui, on connaît les mots consulat, directoire, après, mais bon. Même quand on a fait des études d'histoire, ça reste quand même... Va dans la rue, demande aux gens à quel moment la monarchie s'est arrêtée en France, ils vont te répondre à la prise de la Bastille. Enfin, je pense qu'il y a une simplification qui est faite, alors... Je sais pas trop pourquoi, mais je pense que c'est souvent la réponse qu'on a. Hein. Mais je pense de manière générale, et puis après, je pense qu'on va conclure là-dessus, il y a une question sous-jacente qui est est-ce qu'on est prêt quelque part à sacrifier la raison pour romancer le réel, pour essayer de le valoriser? Je pense qu'en France, par rapport, on est très mal à l'aise. L'utilisation de la fiction va être tout de suite perçue comme étant un outil potentiel de propagande, donc de manipulation des masses. On est le pays de Gustave Le Bon. Enfin, on a des peurs sous-jacentes d'utilisation de la fiction à des fins dévoyées, qui fait que là-dessus on est très critique. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles peut-être on met le jeu vidéo comme ça à l'écart, parce qu'on veut pas que ça interfère finalement avec la construction d'un savoir. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. On a perdu Laura. Un rage quit magnifique en direct. On s'arrête là ? Ok, bon, merci. Merci.